On va lire essentiellement des extraits de deux ouvrages, je les ai affichés, Les Trois médecins et surtout Le cœur des femmes. Donc les lectures vont être partagées entre Marc et Isabelle. Moi j'interviendrai juste sur inventaire un peu plus tard, 3 ou 4 répliques, pas grand-chose. Donc on peut y aller. Alors on a juste fait un tout petit changement à ton programme, Richard, excuse-moi. C'est une contrainte, c'est fait pour être en frein. C'est ce que je dis oui, mais j'ai un diaporama derrière. C'est ce que je dis aux étudiants à qui je donne des ateliers d'écriture, des contraintes. Je donne des contraintes pour écrire, mais une contrainte, c'est fait pour la transgresser. Le premier extrait qu'on va vous lire vient des Trois médecins. C'était un ouvrage très important pour moi parce que quand La maladie de Saxe a été publié et surtout a rencontré le succès qu'il a rencontré, on m'a demandé qu'est-ce que vous allez écrire maintenant. Saxe, le retour. Et j'ai dit non, moi si j'écris quelque chose avec Bruno Saxe, ce sera les études de Bruno Saxe. Ce sera un prequel, comme on dit en lingo de série télévisée, et non pas un sequel tout de suite. Et ça m'a pris, La maladie de Saxe c'est 98, j'ai publié Les Trois médecins en 2004, donc ça a pris un certain temps. Je cherchais à raconter mes études de médecine sans raconter mes études de médecine. Et je cherchais à dire un certain nombre de choses qui me paraissaient importantes. Au cours alors de façon anecdotique, Les Trois médecins, c'est un remake strict des Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, mais au lieu de se passer dans le royaume de France, ça se passe dans une fac de médecine, dont le doyen est le roi, le vice-doyen c'est Richelieu, il a deux chef de clinique, Rochefort et Milady, la reine, qui est l'épouse du doyen, fait des avortements clandestins avec son amant qui vient d'Angleterre, etc. Ça se passe dans les années 70, tout est topical, c'est-à-dire tout est absolument approprié à l'époque. Et les Trois médecins, c'est trois étudiants en médecine qui veulent faire de la médecine générale, et qui adoptent un quatrième, qui est donc Bruno Saxe. Mais dans ce livre, contrairement à Dumas, dans ce livre, il y a des femmes médecins. Dans Dumas, les femmes sont un peu soit Constance qui est une héroïne, soit Milady qui est une méchante. Là, il y a des femmes médecins. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans l'hôpital. Et je voulais dire quelque chose de très important à mes yeux sur ce que c'était que le soin. Je me suis beaucoup posé la question, qui va dire ça? Parce que mes livres sont des livres dans lesquels les personnages parlent. Et en général, les chapitres sont des monologues, enfin beaucoup de chapitres sont des monologues. Et voilà, j'avais quelque chose de personnel à dire sur le soin. Je me suis dit, quelle est qui est la personne la plus apte et la plus appropriée narrativement pour le dire. Et j'ai décidé que ce serait une personne qui était véritablement au bas de l'échelle des soins, ce qu'on appelait une fille de salle à l'époque et qu'on appelle maintenant une aide-soignante, ce qu'on appelle au Québec une préposée aux bénéficiaires, ce qui est nettement plus, comment dirais-je, nettement plus technique. Et on le dit sans ironie, hein, c'est très sérieux. Et donc voilà, c'est Marie-Jo Hernandez, CHU de Tourment, octobre 1976. Ils sont si jeunes, ils ont beau tous porter une blouse, ils n'en mènent pas large. J'ai passé suffisamment de temps et la serpillière dans les services pour le savoir. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant? On prend des jeunes gens à leur famille, on les envoie dans une ville éloignée, on les casse dans des foyers avec des étrangers sans rien leur dire de la vie, et du jour au lendemain, on attend qu'ils se débrouillent seuls. On leur demande d'ingurgiter des notions qu'ils ne comprennent pas, de les apprendre et de les réciter par cœur. Et puis du jour au lendemain, on leur met une blouse et on les pousse dans une chambre en leur disant de s'occuper des personnes qui sont dans les lits. Et là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ils supportent ou non. Ils sont naïfs, ils pensent qu'ils viennent soigner et que ceux qui vont soigner n'attendent que leurs bons soins et les recevront à bras ouverts avec toute leur reconnaissance. On ne les a pas prévenus qu'ils pouvaient tomber sur tout le monde et n'importe qui. Un homme très gentil ou très méchant, une femme qui rit ou qui pleure sans arrêt, des gens qui parlent et d'autres qui ne disent pas un mot. On ne leur dit pas que ceux qu'ils vont voir ne sont pas toujours sympathiques, que certains sont aimables et d'autres odieux, que certains les feront pleurer, d'autres rire et que d'autres les feront vomir. On ne leur dit pas que quand ils passeront dans le couloir en poussant le chariot, il y aura des chambres dans lesquelles ils auront envie d'entrer,
et d'autres devant lesquels ils auront envie de passer en faisant mine de ne pas savoir qu'il y a quelqu'un derrière. On ne leur dit pas qu'il y aura là des gens qu'ils auront envie de voir guérir, et d'autres pour lesquels ils ne ressentiront rien. On ne leur dit pas qu'il y aura là des gens qu'ils auront plaisir à voir souffrir, d'autres qu'ils auront envie de voir mourir. On ne leur dit pas qu'ils auront honte de ressentir tout ça. On ne leur dit pas que lorsqu'ils entreront dans les chambres, ils tomberont parfois sur des horreurs, des visages mutilés auxquels on a enlevé une tumeur de l'œil et l'œil avec, et tout le tour de l'orbite et une partie du nez. De pauvres corps qui n'ont plus que la peau sur les os, des tas de graisses qui ne peuvent pas bouger, des dos ou des fesses criblées de trous à force de rester appuyés sur les matelas, des hommes paralysés depuis des mois comme des bûches, et il faut se mettre à trois pour les soulever. On ne leur dit pas que sous la blouse, leur corps existe encore, que leurs mots savants auront grand-peine à masquer leurs sentiments. On ne leur dit pas que tout ce qu'ils ne disent pas, tout ce qu'ils ne savouent pas, tout ce qu'ils ne partagent pas, c'est comme s'ils le mettaient sous le tapis. Seulement à force, ça fait une bosse, et on finit par trébucher. On ne leur dit pas que soigner, ça ne se résume pas à faire de grands discours au-dessus du lit d'un malade pour montrer qu'on sait sa leçon. Soigner, c'est mettre un thermomètre sans faire mal. Soigner, c'est nettoyer les escarres sans avoir l'air dégoûté. Soigner, c'est donner à manger à quelqu'un qui tremble trop pour tenir sa cuillère. Soigner, c'est retourner 3 fois en un quart d'heure dans la même chambre pour retaper un oreiller. Soigner, c'est passer une compresse d'eau sur le front ou un glaçon sur les lèvres. Soigner, c'est caler une jambe cassée sur un brancard avec un petit sac de sable. Soigner, c'est tenir la main pendant que quelqu'un d'autre suture, ponctionne, arrache, incise, cautérise, injecte, sonde, aspire, accouche celui ou celle à qui on tient la main. Soigner, c'est hocher la tête pour dire « je suis avec vous ». Soigner, c'est avoir envie de prendre dans ses bras sans pouvoir le faire, mais trouver tout de même un geste qui voudra dire la même chose. Soigner, c'est porter, soutenir, guider, écouter. Soigner, c'est être là. Je vois bien quand ils passent lesquels ont le désir de soigner et lesquels ne l'ont pas. Je le vois aux petits gestes, au regard, à la manière dont certains, certaines laissent leurs mains dans leur poche ou bien s'approchent du lit et les posent sur le montant chromé. Je le vois à la façon dont ils se penchent vers le malade pour le sculpter, se concentrent pour entendre les bruits de son cœur et le regardent après en souriant, ou bien se retournent directement vers celui qui leur demande de dire ce qu'ils entendent. Je vois bien aussi ceux qui, terrorisés par leurs aînés, ont beaucoup plus peur de mal faire ou de ne pas faire bien que peur de faire du mal ou envie de faire du bien. Mais on les a mis là, une blouse sur le dos, un stéthoscope à la main, sans leur expliquer que soigner, ça se fait avec les mains, les oreilles et les yeux, mais que les mains, ça ne sert pas seulement à tenir des appareils, que les yeux, ça n'est pas seulement fait pour regarder des horreurs, que les oreilles, ça ne sert pas seulement à écouter les râles. C'est pas étonnant qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne sentent pas. Tout ce qu'ils pourraient voir ou entendre est si abominable, et ils sont si jeunes. Alors, les textes que Isabelle et moi allons vous lire ensuite viennent du Cœur des femmes. C'était un peu le sujet de la journée. Le Cœur des femmes est un livre... comment dire, c'est un livre que j'ai écrit en partant, que j'avais commencé à écrire juste avant de partir vivre au Canada, et que j'ai écrit pendant les 6 premiers mois où je vivais là-bas, parce que je faisais j'étais chercheur invité au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, et mon travail, c'était un travail de recherche sur la transmission des valeurs éthiques en médecine. C'est-à-dire comment est-ce que les aînés transmettent les valeurs éthiques aux plus jeunes en médecine. Et je lisais énormément, je commençais à écrire des textes très théoriques, etc. Et je me suis dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, parce que ça va être emmerdant. Ça va être peut-être très intéressant, mais ça va être emmerdant. Je vais plutôt écrire un roman. Et je me sentais très frustré parce que j'avais quitté le centre de planification où je travaillais depuis 25 ans. Et je n'avais pas eu beaucoup d'étudiants. C'est-à-dire qu'on n'envoyait pas les étudiants
on leur disait au centre de planification à la maternité, on leur disait envoyez-nous les étudiants, vous la contraception ça ne vous intéresse pas, les IVG ça ne vous intéresse pas, tout ça vous le faites très peu ou très rapidement, envoyez-les nous pour qu'ils apprennent à poser un stérilet, pour qu'ils apprennent à faire des IVG, pour qu'ils apprennent à écouter les femmes, etc. On ne les envoyait pas. Il y en avait de temps en temps qui venaient, mais c'était sur une base volontaire. Donc je me sentais un peu frustré parce que je me disais finalement j'ai appris énormément de choses pendant 25 ans et j'ai personne à qui le transmettre. Enfin, personne, c'est pas vrai. Il y avait eu 2 ou 3 étudiants, mais je trouvais que je n'avais pas encore enseigné suffisamment, transmis suffisamment. Donc j'ai écrit un roman en me disant je vais inventer une histoire dans laquelle un vieux transmet à un jeune. Et puis il se botte un peu les fesses mutuellement. Et voilà comment le cœur des femmes a commencé. Et là, je passe la parole à Isabelle qui va nous lire un chapitre qui s'appelle « Introduction ». Je bondis sur mes pieds pour le suivre dans le couloir et je le vois s'approcher du comptoir, y prendre un petit dossier blanc rectangulaire, entrer dans la salle d'attente, appeler un nom, ressortir. Une femme sort derrière lui, sac et écharpe au bras, il lui serre la main et me désigne. « Bonjour madame, est-ce que vous permettez que notre interne, le docteur Atwood, assiste à la consultation ?» Elle nous regarde, lui d'abord, moi ensuite, me fait un sourire un peu gêné, un peu bête, hoche la tête, murmure « bien sûr » et entre dans le bureau de consultation. « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame ?» demande-t-il en posant sur le bureau le petit dossier blanc. La patiente est encore debout, Karma s'installe sur le fauteuil à roulettes et l'invite de nouveau à s'asseoir. La femme pose son sac et son écharpe sur une chaise, s'assied sur l'autre, croise les jambes, pose une main à plat sur le bureau et soupire. Elle hésite, incertaine, ses yeux braqués sur le bureau comme si elle se concentrait sur ce qu'elle va dire, et puis brusquement, elle le regarde droit dans les yeux et elle se met à lui raconter sa vie très vite, sans s'arrêter, comme si elle avait peur qu'il l'interrompe en commençant par sa mère, son père, son mari qu'elle a épousé à 19 ans parce qu'elle était obligée, sa première, sa deuxième, sa troisième grossesse, les accouchements prématurés, les césariennes, les déchirures et les forceps, la couverture du petit, les convulsions de la petite et ma troisième qui est un vrai garçon manqué. Et pendant qu'elle dévide son chapelet, je m'attends à ce qu'il se lève très vite, qu'il lève la main et lui dise quelque chose comme « Du calme, madame, pas tout en même temps, mettons un peu d'ordre là-dedans, s'il vous plaît, sinon nous n'y verrons pas très clair. » Parce que, si on les laisse faire dès le début, ça devient un charabia et on y est pendant des plombes. Mais il ne l'interrompt pas. Pendant qu'elle énonce sa plainte, qu'elle explique en long et en large le motif de sa consultation, qu'elle énumère ses doléances et détaille par le menu les raisons de sa venue, bref, pendant qu'elle lui raconte ses salades, il parcourt le dossier des yeux et en sort une liasse de feuilles blanches et jaunes qu'il déplie et examine une à une. D'abord, je me dis qu'il ne l'écoute pas, mais je l'entends faire Quand elle a du mal à finir une phrase, oui. Quand elle s'arrête, incertaine, et reprendre telle ou telle information qu'elle vient de lui donner en pointant du doigt sur une ligne griffonnée dans le dossier par un autre praticien avant lui. Oui, je vois que vous avez été hospitalisé, effectivement, il vous a prescrit de la fémomrone. Parfois, aussi, je le vois deviner la fin d'une phrase avant elle, mais au lieu de la terminer, ça permettrait d'accélérer le mouvement. Il se retient, il attend qu'elle crache la fin, et quand il voit qu'elle ne la trouve pas, il la suggère d'un mot comme ça, en passant, l'air de rien. Du coup, ça la relance, elle se remet à parler, à vider son sac, à déverser ses litanies, à raconter sa vie. Je décroise et recroise mes jambes en soupirant. Elle m'énerve, ils m'énervent tous les deux. Parfois, au détour d'une phrase, il laisse échapper « Que voulez-vous dire ?» ou « Pardonnez-moi, je n'ai pas bien suivi. » Et puis, à un moment bien précis, un moment où la femme a laissé sa phrase en suspens et l'a regardé droit dans les yeux, comme pour lui demander de poursuivre et de dire à sa place
les mots qu'elle n'osait pas prononcer. Il se redresse sur son siège, se penche en avant, pose les avant-bras sur le bureau, croise les mains et sur un ton très calme, très tranquille, avec un sourire indéfinissable, il murmure « Qu'est-ce qui vous soucie ?» Il se prend pour sa mère ou quoi? Elle hésite, et puis elle se lance. Et elle dit que ce qui la soucie, la tracasse, la mine, l'inquiète, l'angoisse, la préoccupe, lui pourrit la vie depuis 3 jours ou 3 semaines ou 6 mois ou 5 ans. Eh bien franchement, elle aurait bien aimé le dire beaucoup plus tôt, mais elle n'a jamais pu le dire à personne, ou elle n'a pas osé le dire à son médecin de famille parce qu'elle pensait qu'il allait se moquer d'elle, ou elle avait trop honte, trop peur, trop mal pour le dire jusqu'ici. Seulement à présent, elle en a assez, elle n'en peut plus, et moi aussi, je n'en peux plus. Je n'ai plus envie de l'écouter, j'ai envie de la frapper. Karma lui dit « Je comprends, oh mon Dieu. » Et là, elle y va franco, plus envie de tourner autour du pot, elle sait que ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle attend. Alors elle déballe tout, sa vie sexuelle, les règles qui viennent ou pas, la pilule qu'on lui donne, les vergetures au sein, l'appelant qui lui fait grossir, les enfants qui lui pompent l'air, sa mère qui l'attend pour qu'elle cesse de travailler, son mari qui veut toujours, pas quand elle n'a pas envie, de toute manière, ça lui fait mal et elle est toujours crevée pour penser à ça. Pourquoi est-ce que les hommes n'ont que ça en tête ? De plus en plus à cran, je me retiens. C'est pourtant pas l'envie qui m'en manque de dire « Vous savez, ma bonne dame, les bonnes femmes aussi, c'est pas mieux. » Je me mets à espérer qu'elle ne va pas continuer comme ça pendant des heures, et surtout que Karma ne va pas lui laisser faire, lui. Il va bien finir par l'interrompre, et à un moment donné ou à un autre, parce que là, je n'en peux plus. Et je vois sur le planning que derrière, il y en a une dizaine qui poussent au portillon. Alors, s'il ne met pas très vite un terme. À ce moment, elle s'interrompt et lance « Je ne sais pas du tout pourquoi je vous dis tout ça. Ben moi non plus, bordel. Mais lui, parce que vous aviez besoin de vider votre sac, avec un sourire même pas ironique. Et elle, fondant, comme s'il lui faisait des compliments sur sa nouvelle robe, oui, c'est un peu ça. Et le voilà qui dit « Bon, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si je me trompe, n'est-ce pas ?» Et lui annonce qu'il va lui expliquer où elle en est, à son humble avis, mais qu'est-ce qui nous joue là? Il se tourne vers moi, tend le bras vers l'étagère contre laquelle j'ai posé ma chaise, saisit un cahier cartonné et l'ouvre sur le bureau. C'est une série de planches anatomiques stylisées. Il désigne une silhouette de corps féminin. Ça, c'est vous, dit-il en souriant et en se penchant vers elle. Elle lui rend son sourire et s'approche de la table. Du bout du stylo, il désigne les organes sexuels. Ici, le vagin, ici, l'utérus, les trompes, les ovaires. Tourne la page, les mêmes en plus grand, et lui explique comment l'ovocyte est expulsé de l'ovaire et roule tranquillement sur le tapis des cils des trompes, tandis que de l'autre côté, les spermatozoïdes, grâce à leur flagelle, grimpent vaillamment à la rencontre de l'ovocyte, et comment l'ovule ne peut descendre dans l'utérus que si le tapis de cils des trompes est en bon état et qu'un ovocyte est fécondé comme ci, et qu'un embryon s'implante comme si elle pouvait comprendre de quoi il parle. Je ne sais pas quelle étude elle a faite, cette femme, mais ça m'étonnerait. Et lui, souriant, vous me suivez? Et elle, souriante, mais c'est très très clair. Et moi, sur ma chaise, à carreaux, je n'en peux plus. Je n'en reviens pas parce que Karman ne regarde sa montre à aucun moment. D'ailleurs, je l'ai vu enlever au début de la consultation et la fourrer dans sa poche de blouse et on dirait qu'il s'en fout complètement de l'heure qui tourne. Et en plus,
Dès qu'elle lève le petit doigt ou fait un bruit de bouche, il s'interrompt, dit « Oui ?» et la laisse poser sa question. J'ai envie de le secouer, de lui donner des coups de poing, de l'engueuler. Enfin, c'est pas permis de se laisser mener en bateau comme ça. Mais Karma, imperturbable, me regarde à peine, il a oublié ma présence, il l'écoute, il lui parle, il n'est là que pour elle, comme si c'était seul au monde, comme s'il n'y avait pas une douzaine d'autres dans la salle d'attente. Et pendant que j'allais dire la consultation, mais je ne vois pas bien en quoi elle le consulte, là c'est plutôt une conversation entre copines, le bavardage va-et-vient des questions et des réponses, les sous-entendus et les allusions, des angoisses et des réassurances, des digressions et des incives se poursuivent, sans aucune perspective de se conclure bientôt. Je me mets malgré moi à les écouter. Et ce que j'entends dans sa voix, à lui, ce n'est pas l'interrogatoire directif qu'on m'a appris, inculqué précisément, vivement conseillé de faire. Et ce que j'entends dans sa voix à elle, ce n'est pas la litanie des plaintes et des récriminations, des revendications qu'on m'a décrites tant de fois dans mes cours. Et ce qui se tisse ensemble, ce n'est pas non plus le dialogue de sourds entre une femme débordante qui aimerait pouvoir tout dire sans jamais y parvenir et un homme débordé qui aimerait bientôt comprendre de quoi elle parle. Non! Ça ressemble plutôt à un duo. Un duo improvisé entre une danseuse débutante et un moniteur qui s'approche, sourire aux lèvres, s'incline, la salue. Vous permettez, la prend par la taille et la main et l'entraîne doucement sur la piste. N'ayez pas peur, je vais vous montrer, ça va bien se passer. Et en 2 temps, 3 mouvements, l'encourage. Tout ira bien, faites-moi confiance. Et les voilà qui virevoltent, lui sans effort apparent. Elle, soudain éberluée de se découvrir légère et aérienne, comme dans un rêve. Je vois bien qu'elle se demande ce qui lui arrive, si c'est bien la réalité ou s'il faut qu'elle se pince, si elle a affaire à un homme qui a le souci de la faire avancer sans lui marcher sur les pieds, sans se formaliser qu'elle marche sur les siens ou qu'elle trébuche et s'arrête, rougissant et la rassure en souriant. Mais ne vous excusez pas, je vous en prie, c'est bien naturel d'être mal à l'aise, de parler de ça à un étranger. Et elle, rougissant encore plus, confuse, elle ne sait plus où se mettre, elle fond devant tant de patience, tant de bienveillance, tant de gentillesse. Venant d'un médecin, c'est inespéré, c'est miraculeux, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Et je sens de nouveau la colère monter. Comme ça, parce que je les vois venir avec ses gros sabots. Comme ça, à première vue, il est bien poli, bien correct, bien délicat, bien trop. Faut quand même pas rêver. Il est bien comme les autres. Toute cette gentillesse mise en scène, c'est une manière de l'embobiner. Je sais où il veut en venir. Je ne le sais que trop bien. J'en ai vu trop de types comme lui. Je les ai vus trop souvent faire les uns comme les autres. Les rudes, les mielleux, les indifférents et les sarcastiques. Les froids et les lubriques, les expéditifs et les sadiques. Quelle que soit leur manière de procéder entre le moment où ils font entrer et asseoir et celui où ils referment le dossier, reposent le stylo, ils ont tous la même chose en tête, le même objectif. Ce que les profs nomment doctement l'index vers le ciel, le moment cardinal de toute consultation gynécologique. Cardinal mes fesses. Et je le vois venir, il n'est pas différent des autres. Ils ont beau chercher à faire illusion, un homme, ça n'est jamais qu'un homme. Son sourire va disparaître, il va se lever sans un mot, faire le tour du bureau, lui dire froidement « déshabillez-vous ». Se diriger vers le box d'examen, se savonner les mains et se curer les ongles, pendant qu'elle, abasourdie, tombant de haut, se dépêchera d'ôter les chaussures et la jupe, de faire glisser le collant et le slip et s'approchera de la table « allongez-vous ». Pendant que le dos encore tourné, il s'essuiera les mains « installez-vous ». Et pendant qu'elle s'allongera
soulèvera les jambes et posera les pieds sur les étriers. Il saisira un doigtier en plastique, l'enfilera sur l'index et le majeur, se placera au bout de la table, posera d'un geste un peu négligent la main sur un de ses genoux pour lui faire écarter les cuisses. « Allons, détendez-vous » Pendant qu'elle, les fesses collées au papier de la table, se tortillera pour oublier que ce n'est qu'un mauvais moment à passer, tandis que, sans un mot, sans un regard, sans un soupir, une main fermement posée sur le bas-ventre, comme pour l'empêcher de gigoter, « Allons, voyons, faut pas vous contracter comme ça, ma petite dame !» Il lèvera les yeux au ciel ou fermera les paupières, comme avant de plonger. Il lui fourra d'un coup les deux doigts gantés dans le sexe, et puis, les paupières inspirées ou l'œil vitreux, pas concerné, la bouche animée de petites grimaces, il farfouillera en haut, en bas, à droite, à gauche, parfois très très lentement, d'un air à la fois concentré et absent. Vous sentez quelque chose? Parfois, et c'est le moindre mal, très très vite, et là, trop vite pour que ça serve vraiment à quelque chose, mais trop souvent, et là c'est vraiment l'horreur, il lui enfourra les doigts dans le vagin jusqu'à la garde et fouillera tout au fond, comme pour provoquer, déclencher, arracher quelque chose, comme pour lui montrer qu'elle est bien, que toutes les femmes sont bien peu de choses entre ses mains de salopard. Il va quitter sa posture de praticien soi-disant neutre et bienveillant et montrer sa vraie nature. Il va sourire, poser son stylo. Bien, je crois avoir compris ce qui vous arrive. Et j'ai envie de crier à tue-tête. Ne la touchez pas. Ne nous touchez pas. De quel droit posez-vous vos sales pattes sur elle et sur nous, comme ça? De lui sauter dessus pour l'arrêter, et lorsqu'elle entend dire « Alors, si vous voulez bien », elle se lève comme une brave petite chose bien dressée, résignée, déjà prête à tout abdiquer entre ses sales pattes, et je me sens si mal que j'ai envie de hurler « Non, mon salaud, elle ne veut pas !» Mais au moment où elle cherche, où elle va poser son sac avant d'ôter son pull, Karma lève les mains, comme en protestation, sourit, et d'une voix douce, sur un ton surprenant, l'arrête. « Non, non, je vous en prie. » Et elle, stupéfaite, « Je croyais que vous vouliez vous examiner. Pas tout de suite. Rien ne presse. D'abord, je voudrais vous expliquer ce que j'en pense et voir si vous aviez d'autres questions à me poser. D'ailleurs, étant donné que mon cœur tambourine à tout rompre, je le vois se tourner vers moi, poser la main sur mon bras et je l'entends demander « Mademoiselle, pardon, Dr. Atwood, avez-vous des questions à nous poser ?» Les personnes qui ici ont lu le livre le savent, mais pour les personnes qui ne le savent pas, je ne le dirai pas, mais ce chapitre est je ne dirai pas pourquoi, ce chapitre est un moment tournant dans le livre, puisque la perspective s'inverse, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait affaire à un certain type de médecin, et dans les deux cas, la perspective du jeune médecin et la perspective du lecteur ou de la lectrice se modifient. Ce qui me paraissait important, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans tout le livre, c'est justement non seulement de désigner les choses que nous trouvons entre guillemets normales, sans qu'elles le soient, bien entendu. La colère qui peut nous envahir quand nous avons le sentiment que quelque chose se déroule, alors que ça ne devrait pas se dérouler, mais que nous ne pouvons pas l'empêcher. Et en même temps, la surprise qu'on peut avoir de temps en temps, et on essaye de provoquer ces surprises de plus en plus pour que ce soit ça qui devienne la norme, de voir des gens qui ne se comportent pas du tout comme on avait prévu ou on avait imaginé qu'ils se comporteraient. Mais c'est un livre dans lequel il n'est pas seulement question des patients, bien entendu, des médecins, bien entendu, il est question aussi des femmes. Si ça s'appelle Le corps des femmes, c'est parce qu'il y a beaucoup de monologues de patientes,
ou de femmes qui ne sont pas forcément des patientes, qui ne sont évidemment pas forcément malades, et qui, petit à petit, les unes après les autres, prennent la parole. Maintenant, en fait, oui, c'est vous toute seule, il n'y a pas de phrase pour moi dedans. Isabelle veut lire un chapitre qui s'appelle Sabrina. Non, vraiment, désolée, je n'ai pas envie de vous parler. C'est pas la peine de me poser des questions. Tout ce que je veux, c'est que vous sortiez de la chambre, que vous me laissiez tranquille. Ça vous suffit pas de m'avoir tripoté avec vos grosses mains? Ça vous suffit pas de m'avoir fait un mal de chien avec vos pinces, votre tube et cette machine qui fait un bruit d'aspirateur atroce comme si ce qu'il y avait dans mon ventre c'était une moquette sale à nettoyer? J'en ai soupé des médecins. C'est à cause d'eux que je suis ici. Comme si mes parents ne suffisaient pas déjà. J'ai pas envie de vous parler. Je préférerais parler à Madame Angèle. Où est-elle? Elle m'avait promis qu'elle serait là. Oui, je sais qu'il y a d'autres femmes à soigner. Et puis elle m'avait dit que vous êtes gentil. Ah bah pardon, un docteur qui colle un tube dans le ventre des femmes, j'ai du mal à penser que ce soit par gentillesse. Oui, j'ai mal, bien sûr. J'ai mal, beaucoup. Je sais pas. Combien? Comment ça, combien? De 1 à 10? Je sais pas, j'ai mal 7 ou 8. Quoi? Je peux prendre des comprimés? Mais je croyais qu'il fallait rester à jeun. Ah, plus maintenant. Oui, alors je veux bien. Ces comprimés-là, je les avale? Avec de l'eau? Merci. De la glace sur le ventre? Oui, je veux bien. Dans combien de temps j'aurai pas mal? J'aurai plus mal? Est-ce que j'aurai mal encore, comme ça, toute la vie? Je pourrais quand même avoir des enfants un jour? Pourquoi vous restez là, me regarder? Vous n'avez pas d'autres malades à aller voir? Moi, je suis pas malade, je suis une pute. Une pute. Une pute de 14 ans. Pourquoi? Vous pouvez pas comprendre. Et si je vous le dis, vous préviendrez les flics, et là, non. J'ai rien fait de mal. Enfin, si. Enfin, non. Moi, je voulais pas. J'ai jamais voulu. Mais j'avais pas le choix. Quand ça a commencé, je ne comprenais pas ce qu'il faisait. J'avais 10 ans. Je l'aimais bien. Il avait toujours été gentil avec moi. Il avait toujours vécu seul et forcément, il était tout le temps fourré à la maison parce que ma mère l'aime beaucoup, c'est normal, c'est son petit frère, son petit chéri. Il aide ma mère pendant la semaine, pendant que mon père est sur les chantiers à droite, à gauche. Il rentre pas tous les soirs. Et toute petite, il nous gardait souvent, ma sœur et moi, quand mes parents sortaient avec des amis. Lui, il était gentil. Il nous faisait à manger, il nous disait des histoires. Alors la première fois qu'il est venu dans ma chambre, mes parents avaient aménagé le premier étage de la fermette. Mon père et lui avaient fait une chambre de plus et une salle de bain et une salle de jeu. Et comme j'étais la plus grande, il m'avait dit que je pouvais aller dormir là-haut. Il pensait que je serais contente d'avoir ma chambre à moi. À partir de ce moment-là, j'ai dormi toute seule là-haut. Mais quand on m'envoyait me coucher, je pleurais pendant 2 heures parce que j'avais peur. Et je m'endormais quand j'étais épuisée de pleurer. Et puis un soir, ma mère a eu envie de sortir avec mon père. Et bien sûr, elle a demandé à son frère de rester avec nous. Et lui, bien sûr, il voulait bien. Il voulait toujours bien. Et nous, ma sœur et moi, on était contentes qu'il soit là parce qu'il avait toujours été gentil avec nous. Et ce soir-là, après nous avoir lu une histoire à toutes les deux, sur le lit de ma petite sœur, on lui a dit bonne nuit, et il m'a accompagnée dans ma chambre. Moi, je lui ai demandé de rester un peu parce que j'avais peur toute seule. Alors, il a demandé si je voulais qu'il me raconte une histoire à moi toute seule. Moi, j'étais contente, alors j'ai dit oui. Ne me regardez pas comme ça, j'ai l'impression de voir le regard de ma mère. Au début, je n'ai pas compris. Il a toujours été gentil. Il a commencé en restant allongé à côté de moi. Il me prenait dans ses bras et il attendait que je m'endorme. Il m'embrassait le front. Il me disait que je sentais bon, que mes cheveux étaient doux. Il était gentil. Il a toujours été gentil. Il ne m'a jamais fait peur.
Il ne m'a jamais forcée, et au début, il me rassurait. Je me suis dit que ce serait facile, que je n'avais qu'à lui dire que j'avais mal pendant mes règles et que l'infirmière... Pardon. Pendant longtemps, il m'a rassurée, tandis qu'il m'a tenue dans ses bras. C'est quand il a commencé à me caresser. Ça a duré longtemps, 4 ans, presque un tiers de ma vie quand j'y pense. Il me disait qu'il ne fallait pas que j'en parle à ma mère, mais il n'avait pas besoin de me le dire. Je n'aurais pas pu lui en parler, j'avais trop peur qu'elle me traite encore de pute, qu'elle me dise que j'étais une salope d'accuser ainsi son petit frère, son petit chéri, qu'elle élevait déjà quand elle était petite fille. Crève, sale pute. Ma mère disait ça quand sa mère l'appelait au téléphone. Elle disait ça et elle raccrochait. Elle pouvait bien dire ça de sa fille. J'avais tout le temps peur qu'elle se doute de quelque chose. Mais non, elle ne se doutait de rien. Et lui, quand mes parents sortaient et qu'ils venaient dans mon lit, il savait toujours à quelle heure ils allaient rentrer. Il savait toujours à quelle heure il fallait qu'ils repartent. Et quand ils arrivaient, je l'entendais dire « Elles ont été sages comme des images » avant de passer la porte et de s'en aller. Jusqu'au jour où je me suis mise à saigner. Je saignais et j'avais mal au ventre. J'étais sûre que j'étais punie. J'ai cru que j'allais mourir. Crève, sale pute. En me voyant me tordre comme ça, la prof m'a envoyée à l'infirmerie. L'infirmière a compris tout de suite et elle m'a donné des cachets pour la douleur. Et elle m'a dit d'aller voir un médecin, qu'il me donnerait la pilule pour que je n'ai plus mal. C'est ce que l'on donne aux ados quand leur règle est prise en deux. Pour moi, c'était mon ange gardien, cette femme. Elle tombait du ciel. Elle me donnait la solution à tous mes problèmes à la fois, enfin, à 2 de mes problèmes. Pas aux plus gros, mais à des gros quand même. Pas avoir mal, pas être enceinte. J'avais tellement peur d'être enceinte. J'avais tellement peur du jour où je ne me mettrais plus à saigner parce que je lisais tout ce qui se passait sous la main. Vous voyez tous les livres, tous les articles dans les revues, chez le coiffeur et au CDI, et je savais que dès que je me mettrais à saigner, je risquais d'être enceinte. Parce qu'il était là au moins un soir par semaine, tous les samedis soirs. Et là, je savais qu'il allait monter, à chaque fois. Je faisais semblant de dormir en me disant que si je dormais, il ne ferait rien et il s'en irait. Je ne savais pas qui allait voir. Je ne voulais pas aller voir le docteur qui me soignait quand j'étais petite, j'avais honte. J'étais incapable de lui demander la pilule, même pour mes règles. L'infirmière m'a dit d'aller voir le jeune docteur qui venait s'installer à 2 pas du collège. Un jour, je suis sortie à l'heure du déjeuner. Je suis allée là-bas, la porte était ouverte. Il n'y avait personne dans la salle d'attente et je suis entrée. Il est venu me chercher avant même que je sois assise. Et puis il m'a fait asseoir. Il était gentil. Il n'était pas vieux comme l'autre docteur. Je me suis dit que ce serait facile, que je n'avais qu'à lui dire que j'avais mal pendant mes règles et que l'infirmière scolaire m'avait dit que je pouvais prendre la pilule. Et quand il m'a demandé pourquoi je venais, c'est pas venu dans le bon ordre. J'ai commencé en disant « Je suis venue parce que je voudrais prendre la pilule ». Et avant que j'aie pu lui expliquer quoi que ce soit, il a pris un air surpris, il m'a dit « Ah bon? Vous avez des rapports sexuels ?» Et là, je n'ai plus rien dit. Je n'ai rien pu dire. Je n'ai pas pu dire un mot de plus et je suis restée là comme une imbécile, à rien dire du tout, incapable de répondre à ces questions. Et lui, il avait l'air très embêté, puis un peu en colère aussi. Il a fini par me gronder. « Je ne peux pas vous prescrire la pilule si vous ne me répondez pas. » Comme je ne disais toujours rien et que ça faisait 20 minutes que je restais là sans rien dire, il s'est levé, il a ouvert la porte et je suis partie. J'ai pleuré tous les jours, pendant 3 semaines. Un mois plus tard, j'ai attendu mes règles et je ne les avais pas. J'avais les seins qui me faisaient mal.
Je suis allée voir l'infirmière, elle a compris tout de suite. Elle m'a fait faire un test et quand elle a vu qu'il était positif, elle a appelé ici. Elle m'a accompagnée un mercredi pour rencontrer Madame Pouja d'Angèle. Et me voilà. Des questions? Non. Pas pour le moment. Vous m'avez bien expliqué tout à l'heure, avant l'intervention. J'étais pas rassurée, mais je vous ai écouté quand même. J'ai moins mal à présent. Oui, ça diminue progressivement depuis que vous m'avez donné les cachets. Je peux vous demander quelque chose? On m'a dit qu'il fallait que j'attende 2 heures pour manger. Moi, je commence à avoir vraiment très faim. Non, non, j'ai pas envie de vomir. Non, ça tombe pas non plus, mais j'ai juste encore un peu mal au ventre. 4 sur 10. Oui, c'est vrai. Ah bon, je peux manger? Oh, c'est gentil parce que je sais pas si c'est le fait d'être enceinte, mais là, vraiment, j'ai faim, j'ai faim. Je crois que je mangerai un éléphant. On va lire un chapitre qui vient en fait juste avant le chapitre précédent qu'on vous a lu, qui s'appelait Introduction. Le chapitre qui s'appelait Introduction, en fait, c'est introduit les 2 personnages l'un après l'autre, et maintenant il y a un chapitre qui s'appelle Question, qui lui est une manière pour le jeune médecin de répondre à l'invitation que lui a faite le docteur Karma. Mademoiselle, pardon, docteur Atwood, est-ce que vous avez des questions à me poser? Et je voulais juste signaler que ce chapitre, comme beaucoup de chapitres, commence par des aphorismes. Un jour, peut-être que je ferai un recueil d'aphorismes de Franz Karma. Le chapitre précédent, d'ailleurs, commençait aussi par un aphorisme que je vais vous lire. Et c'était l'aphorisme suivant. Quand la consultation tourne au préliminaire, l'examen gynécologique est un viol. Ce qui a évidemment beaucoup choqué un certain nombre de mes confrères. Mais pas tant les femmes qui l'ont vu finalement. Et celui-ci commence par un autre aphorisme qui est le suivant. Tu as le même corps que celle que tu soignes. Des questions? Si j'ai des questions? Mais bien sûr que j'en ai des milliers de questions, auxquelles je désespère d'avoir un jour une réponse, auxquelles personne n'a jamais su, ou pu, ou voulu répondre. En tout cas, jamais répondu. À commencer par ma mère. Elle aurait dû être là, je trouve, enfin, pour m'expliquer la vie et ce qui allait m'arriver. Elle était faite comme moi, non? Enfin, j'imagine que je suis faite comme elle, ou presque. Et de toute manière, elle aurait dû être là pour me prévenir. Elle aurait dû. Enfin, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé qu'elle m'annonce ce qui allait m'arriver. À commencer par les copines à l'école, qui, quand je demandais, ne voulaient jamais m'expliquer pourquoi une telle passait son temps aux toilettes et en ressortait blanche comme un linge. « Ah, mais t'es trop petite, t'as bien le temps de te préoccuper de ça. » À commencer par le monde entier, tout l'univers, le ciel et les enfers. Quand ça t'arrive pour la première fois, quand t'as du mal au bide toute la matinée et que tu te demandes ce qui t'arrive et le sang qui coule sans prévenir, qui coule le long des cuisses, qui souille le lit ou poisse la culotte, tu te dis que tu es en train de mourir. Pourquoi ça m'arrive à moi maintenant, au pire moment? Est-ce que c'est normal que ça m'arrive seulement maintenant, alors que je croyais que ça ne viendrait jamais? J'ai 14 ans, toutes mes copines, ça fait des mois. Et moi, je suis là comme une conne. Je saigne, j'ai mal. Et je ne m'attendais pas à ce que ça saigne autant. À commencer par le médecin qui me soignait lorsque j'étais toute petite et qui me faisait la bise quand mon père m'amenait pour qu'il me regarde la gorge quand j'avais du mal à avaler. Et qui disait de me donner de la glace.
Ça me donnait envie d'avoir des angines tous les 15 jours. Pour moi, c'était le Père Noël. Seulement, quand enfin je me suis mise à les avoir, j'ai eu tellement peur et tellement marre à la longue de saigner tous les mois que je me suis dit, si j'arrête de manger, je ne vais plus saigner, plus avoir mal. Et j'y croyais pas une seule seconde, mais pourtant ça marche. J'arrête de manger, je ne saigne plus, je me mets à flotter dans mes vêtements et je ne dis plus rien. Mon père, voyons ça, inquiet, me ramène au bonhomme en blouse blanche qui, je t'en foutrais du Père Noël, se transforme en Freddy, veut m'hospitaliser, m'envoyer chez les folles. Mon père dit qu'il faut patienter, attendre que j'aille mieux, je travaille bien en classe, ça prendra un peu de temps pour que je sorte et que je traverse après tout la puberté, c'est pas de la tarte, non? En tout cas pas pour les filles. Mais Freddy, lui, s'en fout, il n'a rien à faire. On dirait qu'il est possédé, il fait sortir mon père. Il me prend entre quatre yeux et me raconte que si je continue comme ça, je vais mourir. Et quand moi, toute naïve, je demande si c'est si grave que ça de ne pas manger, il sort ses griffes et me dit « Ne me raconte pas d'histoire, je sais ce que tu as et je sais que ce n'est que le début du film. » Mais moi, quand le film me plaît ou ne me plaît pas, je me lève et je sors. Et quand Freddy essaie de me retenir, mon père lui dit « Stop, on sort. » À commencer par le prof, à qui j'ai demandé si quand Chimène parlait de son hymen à Rodrigue dans le Cid, ça voulait dire qu'elle était vierge, et qui m'a foulé une colle en me disant que j'avais pas intérêt à me moquer d'elle comme ça, sinon elle m'expulserait. Je connaissais pas l'autre sens du mot hymen à l'époque. Comment j'aurais pu savoir? Cette salope ne nous l'avait même pas expliqué. À commencer par les profs qui parlaient en amphi au début de mes études de médecine, et les praticiens hospitaliers qui défilaient au pas de course dans les couloirs, entraient dans les chambres très vite et ressortaient aussi secs avec un petit coup d'œil vite fait, ni vu ni connu d'ailleurs. Ils ne connaissaient même pas le nom des patientes la plupart du temps. Alors quand à expliquer, ils n'avaient pas le temps, ils allaient au bloc. L'essentiel, c'est qu'on leur fasse descendre les femmes avec le bon dossier, histoire qu'ils ne fassent pas sauter l'utérus à celles qui avaient besoin de microchirurgie sur les trompes et inversement. Ça aurait fait monter les primes d'assurance, ces conneries-là. À commencer par les femmes qui, depuis que je suis interne, partout, dans les couloirs de consultation, aux urgences de la mat, en salle d'accouchement, dans les chambres, quand je faisais les contre-visites le soir, et jusqu'au bloc, avant que l'anesthésiste ne les endorme, n'arrête pas de me poser une question auquel je ne peux pas répondre, comme si j'étais Dieu Tout-Puissant ou sa grande prêtresse, comme si je savais expliquer ce qui leur arrive sous prétexte que je suis une femme, moi aussi, comme si j'y connaissais quelque chose, comme si je comprenais quelque chose, moi qui ne sais pas ce qui se passe dans le mien, à ce qui se passe dans leur corps. La douleur qui me prend dans le bas-ventre, docteur, comme si on m'arrachait, ici, sur le côté, à l'ovaire droit, là, en bas, sur l'ovaire gauche, tout au fond du vagin, à l'entrée, dès qu'il essaie de me pénétrer, c'est insupportable. Est-ce que c'est normal? Les contractions, docteur, dans les cuisses, dans le dos, j'ai l'impression qu'il veut se détacher de moi, il est gros. On me dit que c'est un garçon parce que je le porte haut. C'est vrai, ça? Et les seins gonflés, les mamelons crevassés, les pertes à n'en plus finir, les lèvres sèches, la peau d'orange pleine de cellulite, zébrée de vergetures qui tombent. J'ai beaucoup maigri. Et tout de même, j'ai eu 6 enfants. Enfin, vous comprenez, docteur, ce serait pas possible d'arranger ça. Et mes règles se sont arrêtées à 17 ans. J'ai eu un choc quand mon frère est mort, et depuis plus rien. Alors qu'avant c'était régulier comme du papier à musique. La plupart du temps, mes règles, je les voyais tous les 29 jours, parfois 32.
et de temps à autre 25. Mais tous les mois, j'étais sûre de les avoir. Le 3e vendredi ou le 4e mardi, ça dépendait des mois. Enfin, avant que mon frère meure et que tout s'arrête. J'ai mis 3 mois à m'en rendre compte et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a sauté dessus. Elle avait peur que je sois enceinte et j'avais beau lui expliquer que j'avais jamais couché avec personne, elle ne voulait pas me croire. Alors elle m'a emmenée de force chez son gynéco qui m'a examinée sous toutes les coutures, mis ses mains, ses instruments partout, ça m'a fait horreur, et des échographies et des analyses. Il a fini par dire que c'était idiopratique, qu'il n'y avait pas d'explication, que c'était dans ma tête ou alors que c'était inexplicable. Sauf que moi, je sais bien que mes ovaires se sont arrêtés à cause du choc de la mort de mon frère. Et comme j'étais très proche de lui, ça m'a fait un choc, vous comprenez, du coup, j'ai plus rien eu, plus rien vu. Est-ce que vous avez déjà vu ça avant moi? Alors des questions? Si j'ai des questions, putain de bordel, que j'en ai des questions, bien sûr, et beaucoup. Les miennes, celles des autres. Celles que je voudrais poser et celles que je veux pas, forcément. J'ai pas tout vu encore, j'ai pas pu tout voir. Et celles qu'on m'a posées, et j'ai pas voulu entendre, quand elles me faisaient mal au ventre. Oui, j'en ai. Je pourrais vous faire la liste. Je ne sais pas si vous pourriez répondre à tout aujourd'hui, monsieur. Et il y en a tellement que j'oserais pas oser, tellement j'aurais l'impression d'être une cruche. Je ne veux pas vous ennuyer, vous faire perdre votre temps avec mes questions stupides. Il n'y a pas de questions stupides. La pratique médicale, d'un point de vue général, et ça j'avais déjà essayé de le montrer dans la maladie de Saxe, la pratique médicale c'est une pratique extrêmement ritualisée, dans laquelle on refait les mêmes gestes sans arrêt. Alors, l'un des aspects que j'avais envie de préciser, de montrer, de mettre en scène, c'était tout ce qui est rituel, et tout ce qui est rituel, non pas dans les gestes, parce que ça je l'avais déjà fait dans la maladie de Saxe, où le médecin ouvre la porte, ferme la porte, prend la tension, fait ceci, fait cela 12 fois, mais dans les paroles, c'est-à-dire comment est-ce que les gens qui arrivent dans un cabinet médical, et en particulier dans une consultation de gynécologie, mais ça serait la même chose avec des hommes, comment est-ce que les gens essayent de communiquer quelque chose et parfois tournent autour du pot quand il s'agit de parler au médecin. Alors, on va vous lire un petit chapitre à tour de rôle, un petit chapitre qui s'appelle « Variation ». Et ce chapitre qui s'appelle « Variation » est partagé en plusieurs interchapitres. Et le premier s'appelle « Préambule » au pluriel. Merci de me recevoir. J'ai eu du mal à avoir un rendez-vous. Il faut se battre pour arriver à vous joindre. Ça fait longtemps que je cherche à vous voir. La dernière fois, vous étiez en vacances. C'est gentil de me prendre entre deux. Je viens pour une visite de contrôle, de routine, pour la révision générale, quoi. J'ai une amie à qui on vient de découvrir un cancer et comme mon frottis date déjà depuis 18 mois. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je me suis dit qu'il était temps. Ça fait longtemps que ça ne va pas, mais j'ai tardé. J'en ai assez. Ça ne peut plus durer. Ça m'inquiète beaucoup, mais je n'ai personne à qui en parler. J'ai une question à vous poser et je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je me pose beaucoup de questions. D'ailleurs, pour ne rien oublier, j'ai fait une liste. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous allez pouvoir me l'expliquer? J'espère que vous avez du temps devant vous parce que, vous savez, j'ai tout plein de choses à vous raconter. 2. Le vif du sujet. J'ai mal au sein. Je me demande si ce n'est pas ma pilule. Quand on prend la même depuis longtemps, comme moi, c'est sans doute normal qu'on ne la supporte plus à force, non? J'ai quelque chose dans le sein. J'ai un sein qui coule et pas l'autre, et pourtant je ne suis pas enceinte. J'ai mal au bras à l'endroit où vous m'avez posé mon implant. Depuis que j'ai un stérilet,
Je sens mon ovulation. Je ne sais pas ce que c'est, mais depuis que vous m'avez prescrit la pilule, posé un implant, posé le stérilet hormonal, je n'ai plus du tout envie. Et mon mari se plaint. Je saigne chaque fois que j'ai un rapport. Mon sexe me démange, c'est abominable. J'ai une boule sur une de mes grandes lèvres. J'ai des pertes pas belles, jaunes, vertes, qui moussent, marron, qui sentent pas bon. J'ai mal aux 2 seins et j'ai le même âge que ma mère quand elle a eu son cancer. J'ai mal quand je fais l'amour. J'ai toujours eu mal, depuis la première fois. 3. En avoir ou pas. J'ai 2 mois de retard, mais je ne peux pas être enceinte. Je ne peux vraiment pas. Le mois dernier, j'ai eu mes règles 2 fois de suite à 15 jours d'intervalle, et ce mois-ci, j'ai 8 jours de retard. Ça commence à m'inquiéter. J'ai perdu du sang noir pendant plusieurs jours le mois dernier. C'est peut-être la fatigue. Je n'ai pas de règles depuis que j'ai pris 10 kilos. Est-ce que ça pourrait être le stress? On m'a posé un stérilet hormonal et depuis, je n'ai plus mes règles. Ça m'angoisse. Je ne trouve pas ça naturel. Je n'ai pas mes règles. Est-ce que vous pourriez me donner quelque chose pour les faire revenir? 4. Être ou ne pas être. Si j'arrête ma contraception, combien de temps faut-il que j'attende avant d'essayer d'être enceinte? Après mon accouchement, quand est-ce que j'aurai mon retour de couche? Quand mon bébé sera né, je l'allaiterai 3 semaines pour qu'il ait les bons anticorps, là. Mais je ne veux pas que ça dure trop longtemps pour que ça n'abîme pas mes seins. J'ai une jolie poitrine, je voudrais la garder. Depuis ma grossesse, mon IVG, ma fausse couche, mon dernier accouchement, qui a été très dur, je n'arrête pas d'avoir des problèmes. À commencer par le fait que lorsque je cours, éternue ou ris, je n'arrive plus du tout à me retenir. Mon mari et moi, ça fait 6 mois qu'on essaie et je ne suis toujours pas enceinte. Mes 2 jeunes sœurs ont déjà des enfants et me demandent ce qui se passe. Quant à ma belle-mère, elle commence déjà à dire à son fils qu'il a peut-être fait une erreur en se mariant avec une femme trop âgée. J'ai 32 ans. Oui, j'ai fait le test et il est positif. Non, je ne veux pas le garder. Je voudrais que vous me fassiez une échographie pour me dire si c'est un garçon ou une fille. Je ne peux pas supporter l'idée d'avoir un garçon. 5. Elle et lui. Je suis sèche. Et comme il est toujours pressé, il me fait mal. Mais comme il aime ça, je n'ose pas le lui dire. Pourquoi est-ce que les hommes ont toujours plus envie que les femmes? Et d'abord, comment font-ils pour avoir envie tout le temps? C'est dans leur cerveau, quoi. Je voudrais me refaire les seins pour l'anniversaire de mon mari. Les pilules bleues pour les hommes qui n'y arrivent plus, vous savez, j'ai entendu dire qu'il y a un équivalent pour les femmes qui ont du mal à jouir. C'est vrai ça? Les hommes n'ont pas la moitié des problèmes que nous avons, nous. C'est vraiment pas juste. 6. À leur corps défendant. J'ai la peau grasse et je perds mes cheveux. Ça ne serait pas un dérèglement hormonal? Mes seins tombent. Il n'y a rien à faire? J'ai la poitrine beaucoup trop grosse. Est-ce que vous pouvez me conseiller un chirurgien? Ces marques de grossesse là sur le visage, elles vont rester? Il m'a fait une vilaine cicatrice après ma césarienne. Est-ce qu'il y aurait un moyen de l'enlever? Tous ces plis sur le ventre, c'est vraiment pas beau. J'ai beau faire du sport, j'arrive pas à les faire disparaître. Vous ne connaîtriez pas de remède miracle contre les vergetures? Dites-moi que les crèmes anti-rides et les gels contre la cellulite, ça marche vraiment. Quoi? Pas même un peu? 7. Ma fille, mon miroir. Je sais que vous ne la suivez pas, mais est-ce que je peux vous parler de ma fille? Ma fille a un problème et je ne sais pas comment l'aider. La dernière fois que je suis venue, vous m'avez prescrit quelque chose pour les règles de ma fille. Mais maintenant, elle a un petit copain. Je peux vous l'envoyer pour que vous lui fassiez la morale et que vous lui expliquiez qu'il faut absolument qu'elle prenne ses précautions. Je vous amène ma fille. Elle a des questions à vous poser. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer la situation. Ma petite a seulement 12 ans. Est-ce qu'il faut vraiment que je la fasse vacciner contre le cancer du col? Je vous amène ma fille. Expliquez-lui ce que je vous ai dit la dernière fois. Elle ne croit pas quand je lui dis que je suis inquiète. Ma fille attend son premier bébé et elle ne veut pas l'allaiter.
Elle dit que ça ne sert à rien. Moi, ça m'inquiète pour cet enfant. Je trouve que ce n'est pas un bon départ dans la vie. 8. Examen. J'aimerais mieux que vous m'examiniez la prochaine fois. Je n'avais pas prévu et aujourd'hui, évidemment, j'ai mes règles. Je me déshabille? J'enlève tout ou juste le bas? Où est-ce que je peux poser mes affaires? Je peux me peser sur votre balance? Ah, elle est plus sympa que la mienne. Elle est juste? Je peux garder mes chaussettes? Où est-ce que je peux jeter mon tampon? Bon, c'est froid votre table, même avec le drap. Votre truc, là, le spéculum, je n'aime pas vraiment ça. Ça va faire mal. Je suis désolée. C'est juste que je suis vraiment pas détendue. 9. Sortie de scène. C'est déjà fini? Ah, tant mieux. Vous voulez bien prendre l'attention? Je peux me relever? Je peux me peser sur votre balance? Oula, j'aurais dû m'abstenir. Elle est juste. Je peux me rhabiller? Vous n'auriez pas une serviette ou un tampon à me prêter par hasard? Vous ne me prescrivez pas une prise de sang? À qui je règle la consultation? À vous ou à votre secrétaire? Je reprends un rendez-vous? Un autre chapitre qui s'appelle Inventaire. En fait, j'ai choisi, Jean-Michel et Richard m'ont demandé de faire un choix, et j'ai choisi des textes et je ne me rendais pas compte que ces textes étaient aussi graves. C'est un peu plus rigolo après. Mais au fond, je pense que j'écris pas pour faire rigoler. J'aime bien que les gens vous disent j'ai beaucoup ri en lisant tel ou tel chapitre, mais j'écris pas pour ça. J'écris pour écrire des choses. J'ai participé à des groupes de discussion de médecins qu'on appelle des groupes Balint, où les médecins se rassemblent et parlent des difficultés relationnelles qu'ils ont avec leurs patients. Et mon leader du groupe Balint s'appelait Pierre Bernachon, qui était un monsieur tout à fait remarquable, nous disait le Balint, c'est l'apprentissage des mauvaises pensées. C'est-à-dire apprendre à vivre avec ses mauvaises pensées. Quand on est dans un métier de soins, on a tout le temps des mauvaises pensées, comme tout le monde, mais encore plus. Une des choses qui m'ont le plus aidé dans mon métier de médecin, c'est de pouvoir les écrire, ces mauvaises pensées. C'est-à-dire de pouvoir les mettre sur le papier, les coucher sur le papier, les regarder, même quand j'étais pas très heureux de les penser. Parce que penser, pour vous donner un exemple, penser c'est pas grave. Ça m'est arrivé par exemple de voir des femmes qui venaient me voir en disant « Docteur, j'en peux plus, j'ai arrêté 1 an, je voulais élever mon gamin, j'ai arrêté de travailler pendant 1 an, et puis ça fait que 4 mois que je suis toute seule avec mon gamin toute la journée, j'ai envie de le jeter par la fenêtre, de l'étrangler ou de découper en petits morceaux. Je suis un monstre. » Et je leur disais « Mais non, madame, vous n'êtes pas un monstre, c'est normal d'avoir envie d'écarteler ces gamins, de les étrangler, de les jeter par la fenêtre. Moi, à une époque, j'en ai élevé 8. J'ai tout le temps envie de les tuer. C'est parfaitement normal. Ce qui pose problème, c'est de le faire. Mais avoir envie d'étrangler ses enfants, ou ses parents, ou n'importe son conjoint, sa conjointe, tout ça, ça fait partie du registre du normal. Et pour les professionnels de santé, avoir des mauvaises pensées, et en particulier se sentir horrifié par ce que les gens disent ou par ce que les gens vous montrent, c'est normal, c'est naturel. On a des sentiments, on a des sensations, on a des émotions, et c'est normal de les avoir. Et écrire, ça permet de les mettre à distance, et ça a une autre fonction, ça a une autre vertu, qu'on découvre que quand on a écrit et que ça a été lu, c'est que, en fait, on se rend compte que tout le monde a les mêmes mauvaises pensées. Alors voilà un chapitre qui parle à la fois des mauvaises pensées et de la différence entre ce que les gens disent et ce qu'ils vivent. Et ça s'appelle Inventaire. La peau blanche ou noire, couleur paille ou livide, ou constellée de grains de beauté, il faudrait peut-être que je me les fasse tous enlever, qu'est-ce que vous en pensez? Ou de taches de rousseur sur toute sa surface brûlée par trop d'UV. Les dos grêlés de cicatrices d'acné, les dos tordus de scoliose, le dos courbé douloureux des femmes fatiguées, le dos cambré des femmes en escarpin, la croupe montée en épingle pour attirer le regard des hommes, et quand elles descendent de leur piédestal, le mouvement de bascule du bassin qui les fait retomber, revenir à la réalité, rattrapés par la gravité, j'ai les fesses qui tombent, c'est moche.
Les poitrines cachées ou gâchées par un sous-diffusé, ou mises en valeur par un tout petit, très joli, tout fin, l'air de rien, orné de dentelles et de motifs, assorti à la culotte, ou pas. Aller voir le médecin, on ne prévoit pas toujours et on sort du boulot, on n'a pas eu le temps de rentrer, se doucher, se changer, si on vient, c'est vraiment pas par désir, ou par plaisir. Les cicatrices sur le bas-ventre, juste à la limite supérieure de la toison pubienne, sur la ligne médiane de l'abdomen, sous les côtes, à droite, sur les flancs, en zébrure irrégulière sur les avant-bras. Quand j'étais jeune, j'ai fait des bêtises. Les brûlures sur les mains et... J'étais petite, je voulais aider, j'ai soulevé une casserole d'eau bouillante, elle était lourde, je la tenais pas bien, l'eau a coulé sur mes doigts, j'ai tout lâché et elle est tombée sur les cuisses. Les tatouages, la chaînette sur la cheville, le serpent sur l'intérieur de la cuisse, la rose sur le sein, le papillon ou la colombe au creux des reins. Putain, je comprends pas qu'une femme se fasse tatouer ça là. Moi, j'aimerais vraiment pas qu'un mec fixe son regard là-dessus pendant qu'il me... Et celui qui m'a le plus surprise, une larme au coin d'un œil. Les piercings sur le front, les sourcils, le nez, les oreilles, la langue, les seins, aïe. Le nombril, les grandes lèvres et même les petites, le clitoris. Aïe! Les toisons rares ou touffues, décolorées ou coloriées, épilées maillot de bain ou rasées de près, en triangle, au carré ou en ligne R8 Gordini. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que comme ça on vient plus vite? Les sexes odorants et humides de transpiration, les sexes gonflés d'avoir passé trop de temps enfermés dans un pantalon trop serré, les sexes rouges luisants de s'être grattés furieusement, les sexes ensanglantés par les règles qui n'en finissent pas, les sexes serrés par la peur d'être pénétrés, les sexes couverts d'échymoses. Les sexes douloureux d'avoir été coupés par un accoucheur trop pressé, pas le temps de réparer. Les sexes noirs, excisés, mutilés par des matrones agréées, les sexes massacrés par les chirurgiens pédiatriques, obsédés de normalité. J'ai mal au sexe quand je fais l'amour et même quand je ne le fais pas, comme si j'avais été excisée. Je reste sans voix. Elle a 30 ans, une queue de cheval de cheveux bruns derrière la tête, des yeux clairs, un nez fin, une bouche mince et la langue bien pendue. Elle porte un blouson de daim, une chemise de toile bleue, des jeans très très serrés et des bottes de cow-boy. Depuis quand avez-vous mal comme ça? Ça fait au moins 6 mois. Ça a commencé par une mycose, m'a dit le gynéco que j'allais voir avant. Il m'a traité 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le traitement me soulage pendant 10-15 jours, puis ça recommence, ça me brûle. Je ne peux plus supporter que mon ami me pénètre. Oh, il est compréhensif, plus que moi, parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir faire l'amour, vous comprenez? Et bon, si on vivait pas ensemble depuis 10 ans, je trouverais ça suspect qu'il ne trouve pas le temps long, mais je le connais, c'est un type bien. Et il ne trouve pas normal que je continue à souffrir et que personne ne sache ce que j'ai. À la fin, la gynéco m'a dit qu'il y avait tout, il avait fait tout ce qu'il fallait, qu'il ne voyait plus que ce qu'il pouvait faire pour moi, que ça devait être dans ma tête. Alors je lui en veux. J'ai décidé de venir voir quelqu'un d'autre. J'ai appelé tous les spécialistes de Tourmince, mais personne ne veut prendre une nouvelle patiente. J'étais désespérée. Jusqu'à ce que j'en parle sur un forum. Une fille m'a donné le numéro de téléphone de votre service. Le nom du docteur Karma. Alors je suis venue pour que vous me disiez ce que j'ai et que vous m'arrangiez ça. Il y a bien une explication. Il y a sûrement un traitement efficace. J'en ai assez, ça ne peut plus durer. Je veux que ça s'arrête. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme traitement, vous vous souvenez? Ah bon, parlez pas. J'ai tout essayé. Gardez-moi cette pharmacie. Elle sort de son sac à dos une demi-douzaine d'ordonnances portant 10 produits de toutes les formes, ovules, crèmes, pommades, lotions, spray poudre, aux noms exotiques, Micdoris, Vulmoster, Vagisone, et à la composition superposable, rien que des noms en zazole. Et vous dites que ça vous calme pendant quelques jours et qu'ensuite ça revient? Oui, dès que j'arrête le traitement, 8 jours après, je recommence à me gratter comme une folle. Et c'est encore pire le soir, quand je me couche, je vous raconte pas les nuits. D'autant que moi, le soir, en semaine, je suis en déplacement, je suis fatiguée, je m'endors dès que je pose la tête sur l'oreiller. Mais le week-end, je suis énervée comme une puce de ne pas pouvoir voir mon Jules. Et je ne peux pas m'endormir si on n'a pas fait l'amour comme des bêtes. Alors, je ne vous dis pas dans quel état je suis en ce moment, surtout avec le boulot que j'ai. Que faites-vous? Je suis chauffeur, poids lourd,
Je conduis un 30 tonnes. Je me pince l'oreille pour avoir l'air de réfléchir. Je ne veux pas demander ouvertement son avis à Karma, mais je nage et j'aimerais bien qu'il vienne me donner un coup de main. Cette fille est si pleine d'énergie, si catégorique et si désespérée à la fois que ça me donne le tournis. Alors je lance un regard de côté, je dis, il arrive parfois que les traitements ne soient pas assez longs. Mais j'ai tout bien fait à chaque fois, comme il m'avait dit. Quand c'était 3 jours, je faisais 3 jours. Quand c'était 15, je faisais 15. Mais ça sert à rien. J'en peux plus, vraiment. Je comprends. Finalement, c'est pas très compliqué à dire. Je comprends, ça n'engage à rien. Ça permet de faire une pause pour réfléchir. Ça permet de gagner un peu de temps et ça permet aussi de laisser entendre qu'on se sent concerné, solidaire. Mais est-ce que ça avance vraiment à quelque chose? Ça me fait du bien d'entendre ça, vous savez. Vraiment? Ah oui, les dernières fois que je suis allée le voir, l'autre crétin, j'avais vraiment le sentiment que je l'emmerdais. Mais bon Dieu, quand on en mal comme ça et qu'on ne tient pas en place, on ne va pas passer 1 heure sur un siège inconfortable de salle d'attente uniquement pour emmerder un professionnel. Et puis c'est son putain de boulot. Et je le paye, nom de Dieu. Vous êtes drôlement en colère. Ah, vous l'avez dit. Je regrette de me mettre en colère avec vous. Vous êtes charmante et compréhensive. Maintenant, je vois pourquoi les filles du site m'ont dit d'aller voir le docteur Karma. Vous avez bien de la chance d'apprendre sous son aile et vos patientes en auront beaucoup de se faire soigner par vous. Et si on essayait d'identifier ce qui se passe? Je dois vous envoyer toutes mes copines. C'est gentil à vous. Elle commence déjà à défaire l'énorme ceinturon qui serre sa taille de guêpe dans une paire de jeans hyper moulants. Je me savonne les mains. Ah, mais c'est vrai. Dit-elle en retirant son string et en se plantant au milieu de la pièce, les jambes écartées, le buste droit comme un nid, les seins en avant sur son débardeur, comme une Wonder Woman qui n'aurait pas fini d'enfiler son costume, les poings sur ses hanches nues et les yeux flamboyants. Enfin, faut pas déconner. Les dernières fois, cet abruti n'a même pas voulu m'examiner, soi-disant qu'il m'avait trop regardé. Et la dernière fois, il a carrément été insultant. Il m'a fait un sourire entendu. Il a dit que si je continuais à venir lui montrer mes fesses comme ça à tout bout de champ, sa secrétaire allait se poser des questions. Et comme elle est copine de sa femme, ça chaufferait pour lui à la maison. Mais pourquoi il se prend ce trou du cul? Il croyait vraiment que ça m'intéressait de me foutre à poil devant lui? Moi, je voulais qu'il m'examine, pas qu'il se rince l'œil. Alors que vous, au moins, vous faites votre boulot correctement. Quand on vous dit « j'ai mal », vous dites « voyons ce qui se passe ». On va être polytechnicien, non? Ah, les mecs, je vous jure. Enfin, pardon, docteur. Je parlais pas pour vous. Toutes mes excuses. Karma sourit, lui tend la main galamment, l'aide à gravir les 2 marches de l'escabeau et à s'asseoir sur le bord de la table. Elle s'allonge, se met en position. Je m'essuie les mains. Il place le petit coussin sous sa tête. J'enfile des gants et j'ouvre le tiroir à spéculum. Karma allume le cialytique, le braque sur le sexe de la femme et me dit « Il y a des kits de prélèvement dans le tiroir du dessous. » Je le regarde, je comprends qu'il veut me dire quelque chose. J'ouvre le tiroir, j'en sors un tube contenant un long coton-tige. Il place le tabouret entre ses cuisses pour que je m'installe et il dit Parfois, même lorsque le traitement est assez long, il y a encore une zone minuscule dans un repli des lèvres qui reste irritée et qui se remet à faire mal au bout de quelques jours sans traitement. Alors, le docteur Atwood va vous examiner très doucement, avec le bout de son coton-tige, et vous allez lui dire si elle touche une zone sensible. Soigneusement, j'écarte les pétales de chair et j'aperçois au fond d'un pli un fin liseré rouge. Je pose le coton-tige dessus. C'est là! Oh, c'est toujours à cet endroit-là que ça recommence. Alors, nous venons de mettre le doigt sur ce qui vous pourrit la vie. On va vous aider à guérir ça rapidement. Oh, super! Cela dit, il va falloir aussi faire un peu de prévention. Il me fait signe de regagner le bureau. Tout ce que vous voulez. Parce que, voyez-vous, les strings et les pantalons très serrés, Dit-il en me signifiant du regard que je devrais poursuivre,
Ça favorise la transpiration et les mycoses, alors ça n'aide pas. Vous avez des slips en coton à la maison? Bien sûr. Et des jupes? Je ne suis pas vraiment une fille à jupe, hein. Pour conduire un 30 tonnes et pour décharger, c'est pas vraiment pratique. Remarquez, mon mec me dit souvent qu'il aimerait bien me voir en jupe de temps en temps. Alors le week-end, pourquoi pas? Oui, hein, pourquoi pas. Faut que je vous embrasse tous les deux. Oh, faut m'en redonner le goût de vivre. Le livre a été écrit pendant que je venais de partir. Et donc, je venais d'arriver au Québec. Et pendant les dernières années, entre 2003 à peu près et 2008, j'avais créé un site internet sur lequel il y avait beaucoup d'informations sur la contraception. Et évidemment, beaucoup de femmes m'écrivaient pour me demander des renseignements, pour me poser des questions sur les articles que j'avais écrits, parce que on a beau écrire et être aussi précis que possible, on n'arrive pas toujours à donner toutes les informations que je voudrais donner. Et puis, chaque cas est un cas particulier, donc beaucoup de femmes, et des hommes aussi, m'écrivaient pour me poser des questions. Et j'ai puisé, à un moment donné, je voulais retranscrire ça, donc j'ai puisé dans ce... Je garde tout, donc tous les courriels que j'avais reçus 5 ans auparavant, et depuis bien avant, étaient là sur la boîte courriel, et je me suis rendu compte que j'avais reçu quelque chose comme 10 000 courriels en 5 ans, autour de la sexualité, de la contraception, et de la grossesse, etc. Et évidemment, je n'ai pas retranscrit les courriels tels que, il y en a certains que j'ai repris et que j'ai retranscrits dans un chapitre qui s'appelle Polyphonie, dont on va vous lire des extraits. D'autres que j'ai construits à partir de courriels existants, parce que par exemple il y avait 3 histoires dans le même courriel, donc j'ai fait 3 courriels différents, ou encore que j'ai inventé, ou encore j'ai transposé des paroles que j'avais entendues sous la forme de courriel. Et donc on va vous en lire quelques-uns dans ce chapitre qui s'appelle Polyphonie, et qui commence par l'aphorisme suivant: partage ce que tu sais, elles te le rendront centuple. Bonjour. Je vous écris parce que je suis un peu en panique. Voilà. J'ai arrêté la pilule il y a 1 mois et 3 semaines. Nous sommes le 20 février. Et toujours pas de règles. Le dernier rapport que j'ai eu, le 30 décembre, protégé et sous pilule. J'ai quand même fait 2 tests de grossesse qui sont négatifs quand j'ai pas vu arriver mes règles il y a 3 semaines. Pourtant, je les ai eues durant le mois de décembre. J'étais alors encore sous pilule, donc je pouvais pas être enceinte. Mais j'ai fait des tests de grossesse quand même, pour être sûre, parce que je panique beaucoup en ce qui concerne la contraception. J'ai presque 20 ans, dans 2 mois, et j'ai pris la pilule durant 3 ans. Mais on dit que d'attendre 3 semaines pour un rendez-vous, on me dit qu'il faut attendre 3 semaines pour un rendez-vous chez la gynéco, donc j'aimerais une réponse sérieuse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas mes règles? Quand peuvent-elles venir? Comment peut-on faire si on veut reprendre la pilule et que les règles ne viennent pas? Comment faire en cas de rapport sexuel si on veut une protection en plus du préservatif? Bonjour, j'ai 21 ans et je prenais la pilule Amourette depuis 5 ans, sans souci particulier. Pour réduire mes migraines, ma gynéco m'a prescrit Mini-Baise. Il est vrai que je n'ai plus de migraine, en revanche j'ai pris 1,5 kg en 1 mois et j'ai les seins douloureux. Dois-je abandonner la Mini-Baise et reprendre l'Amourette? Rare pour moi de prendre des contraceptions, mais j'ai fait 4 avortements. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et je souhaite avoir un garçon car j'ai 2 filles. Je commence à avoir de la chaleur souvent et pendant la nuit, mais pas trop longtemps. Ma libido n'a pas diminué et je ne suis pas sèche pendant le rapport. Que faut-il faire? J'attends le retour des règles pour voir ma gynéco. Je suis inquiète de ma possibilité de pouvoir faire un garçon. Cher docteur Karma, avant tout, merci pour ce site que je consulte régulièrement. Merci de répondre à toutes nos questions, car je pense que vraiment il y a un décalage important entre les attentes des patientes et la façon dont les gynécologues soignent les femmes. Je suis une jeune femme de 28 ans. Je me suis fait traiter il y a 6 mois par laser pour enlever des condylomes sur le col utérin suite à une infection par le HPV. Je suis très inquiète car en me renseignant sur Internet, sur certains sites, il semblerait qu'on retrouve ce virus dans d'autres types de cancers, comme celui du poumon ou de la peau. Quand j'ai posé la question à ma gynécologue, elle m'a dit que ça ne pouvait induire qu'un seul cancer de l'utérus ou de la vulve, sans rien m'expliquer d'autre.
Je ne sais plus quoi penser, je suis très très inquiète. J'ai très peur de me retrouver avec un cancer du poumon dans 10 ans, et souvent cela m'empêche de dormir. Je suis étudiant en architecture. Je voudrais savoir quelle distance peut franchir un spermatozoïde lors d'une éjaculation et si la vitesse des spermatozoïdes hors de l'appareil reproducteur de la femme cause un problème. Si oui, lequel? Bonjour, j'ai une question. Ma copine ne prend pas la pilule, elle a eu ses règles, mais on a eu un rapport mal protégé, mais sans éjaculation interne. Elle a eu ses règles, pas de décalage, mais j'ai lu que les règles ne voulant rien dire, qu'on pouvait les avoir même si on est enceinte. Alors voilà, j'aimerais savoir si même si elle ne prend pas la pilule, ça peut lui arriver, ou si on est sûr à 100% qu'elle n'a rien grâce aux règles. Voici ma question. Mon partenaire et moi ne supportons pas l'usage du préservatif, mais je lui autorise d'éjaculer en moi pendant mes règles, et voire 2 ou 3 jours après la fin des saignements. Mon raisonnement est que l'ovule doit au moins mettre 1 semaine pour se reconstituer après les règles, et donc je ne risque pas de tomber enceinte ni pendant les règles, ni 1 semaine après. Est-ce que mon raisonnement est vérifié? Même si je sais que le cycle de chaque femme est différent. Est-ce que je risque de tomber enceinte pendant cette période? Merci de répondre à ma question. Ma gynéco a dit que à qui j'en ai parlé refuse de me répondre ou fait expéditivement avec des termes scientifiques et je ne comprends pas. Bonjour, j'aurais une question quant aux hymens dits élastiques. Est-il normal d'avoir toujours un hymen quasi intact, même après plusieurs rapports sexuels? Est-ce ce que l'on appelle un hymen élastique? Se déchirera-t-il un jour? Merci d'avance, j'espère que vous serez en mesure de me répondre à ma question, ou plutôt à mon inquiétude. Voilà, je souffre de vaginisme et je souhaiterais faire un enfant. Le problème est que je ne peux pas avoir de rapport sexuel. J'ai pris un rendez-vous dans un centre de procréation assistée pour faire une insémination artificielle ou bien une fécondation in vitro. Le souci, c'est que je ne sais pas comment on va me faire le test de fertilité suite à mon vaginisme. Ma question est la suivante. Peut-on avoir recours à une anesthésie générale pour les examens gynécologiques? Mon mari et moi, nous utilisons parfois la méthode du coït interrompu. J'ai 45 ans. Mon mari, 55 ans. Est-ce qu'il est vrai que ce que nous avons lu dans certains sites, à savoir que le liquide pré-éjaculatoire émis bien avant l'éjaculation peut contenir des spermatozoïdes en nombre suffisant pour féconder l'ovule? Ou encore, le liquide pré-éjaculatoire que produit l'homme est du liquide séminal et contient déjà des spermatozoïdes. Et donc, est-ce vrai par conséquent que notre méthode ne prévient pas la grossesse à 100%? Le dernier chapitre que je vais vous lire est un chapitre qui était une sorte de provocation. Dans la maladie de Sachs, j'avais écrit on retrouvait un tract que Bruno Sachs avait écrit pendant ses études et qui s'intitulait, tenez-vous bien, « Nous sommes tous des médecins nazis ». C'est un tract qui est destiné à ses camarades en disant finalement l'apprentissage de la médecine c'est l'apprentissage d'un certain sadisme et les études de médecine nous amènent à maltraiter les gens au lieu de les soigner. Pendant que je crois que c'était à la fin de mon travail au centre de planification, je suis tombé sur une nouvelle d'un auteur québécois qui s'appelle Jacques Ferron. Et Jacques Ferron, c'était un médecin généraliste qui était aussi un critique, qui était aussi un engagé politique. Il a créé un parti qui s'appelle le Parti Rhinocéros. Vous voyez où l'image du rhinocéros peut conduire. Et Jacques Ferron écrivait des contes qui sont très très connus au Québec, qui étaient souvent des récits de rencontres qu'il avait faites pendant sa pratique de médecin généraliste. Et dans un de ses contes, qui
s'appelle Le Petit William. Il décrit comment un jeune médecin est appelé par une sage-femme pour l'accouchement d'une femme qui doit avoir peut-être 23 ou 25 ans. Et puis quand il arrive, la sage-femme lui dit « Bon, docteur, maintenant que vous êtes là, asseyez-vous. » Et puis elle lui dit « La dame, elle n'a pas besoin de vous. Elle va accoucher toute seule. » Et la dame, qui est couchée sur le côté, accouche toute seule. Et le bébé sort tout seul. Et il dit, mais c'est quoi ça? Et elle lui dit, mais ça c'est la position à l'anglaise. C'est-à-dire que les Anglais nous apprenaient que les femmes, elles pouvaient accoucher sur le côté. Et donc on appelle ça la position à l'anglaise. Et comme le petit garçon qui vient de naître, c'est un petit garçon, est né par la position à l'anglaise, il décide de lui donner un prénom anglais qui est le petit William. C'est le nom de la nouvelle. Je vous invite à la lire. Et il y a quelque chose qui, quand j'écrivais le livre, tournait dans ma tête, qui était quelque chose de tout simple. Quand j'étais juste fraîchement arrivé au centre d'interruption de grossesse, j'ai été pris, pris d'amitié et d'affection et pris sous la tutelle de la surveillante du service. C'était un tout petit service, il y avait une surveillante, une conseillère de planification, une secrétaire et 2 aides-soignantes. Et puis les médecins, ils passaient une demi-journée. Et on était 7 ou 8 médecins à passer 1 ou 2 demi-journées par semaine. Mais la patronne du service, c'était Yvonne Lagneau, c'était la surveillante du service, qui était une femme assez exceptionnelle, dont je vais raconter l'histoire lors d'une sorte de rencontre autour des histoires vraies cet été, un festival. Et Yvonne Lagneau, qui était une femme d'une extrême bonté, mais c'est aussi une femme de tête, enfin c'était une femme qui ne s'en laissait pas compter, qui était très ferme, très solide. Un jour me voit me pencher sur une patiente qui était allongée sur la table d'IVG et elle m'entend poser une question complètement incongrue à la patiente, je ne sais plus quelle était la question. Et après l'IVG, elle me prend à part et elle me dit « Marc, il ne faut pas leur poser des questions quand elles sont allongées. » Alors je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Mais il faut que tu me crois. Toi, tu t'es jamais allongé sur la table. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être allongé sur une table avec quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui te pose des questions. Tout ce que tu fais quand elles sont allongées sur la table, c'est que tu les rassures, tu leur demandes si ça va, tu leur demandes si ça ne va pas, mais tu ne leur poses pas de questions. » Et après qu'elle m'a dit ça, ben j'ai pris la décision suivante, je ne sais pas si je l'ai fait le même jour ou le jour suivant, mais quand je suis arrivé au centre j'ai enlevé ma veste, j'ai mis ma blouse, je suis rentré dans la salle d'IVG où j'étais tout seul, j'ai fermé la porte et je me suis allongé sur la table, en mettant les jambes dans les étriers. Et je suis resté allongé 10 minutes. Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai essayé de m'approcher au plus près de ce que ça pouvait être. Et je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin, sauf me mettre tout nu, bien entendu. Mais ce qui aurait été peut-être un peu problématique si quelqu'un était rentré dans la salle à ce moment-là. Je faisais une expérience, mais je ne voulais pas non plus qu'on prenne pour un maniaque tordu. J'ai essayé de m'approcher au plus près que possible, compte tenu du fait que je suis un homme et qu'il y a des choses que je ne peux pas ressentir, que je ne peux pas éprouver, mais je peux au moins me mettre dans la même position que les femmes dont je m'occupais. Et à partir de ce moment-là, ça a eu un grand effet sur moi, parce que d'abord, je me suis rendu compte à quel point c'était inconfortable cette table, et que peut-être on n'y faisait pas assez attention, d'où l'histoire du petit coussin que Karma met toujours sous la tête des patientes. Parce que on a commencé à mettre des coussins sous la tête des femmes. Ça a l'air de rien, mais ça compte. Et puis, on a mis un drap sur leurs cuisses, on a pris des précautions, j'ai pris des précautions, on a introduit un certain nombre de choses. Mais aussi, je me suis dit, et ça j'avais appris à le faire un peu plus tôt à l'art du prescrire, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on pratique tout le temps la gynécologie sur des femmes allongées sur le dos, les cuisses écartées? Et ça, plus l'histoire du petit William, de Jacques Ferron, ça a déclenché des choses que j'ai essayé de transcrire
dans le chapitre qui vient. Là, Jean, le personnage principal du roman, vient de s'occuper d'une jeune fille et qui s'appelle Cécile, qui fait une infection gynécologique, qui avait peur d'être enceinte, mais qui en fait ce qu'on appelle une endométrite, c'est-à-dire elle fait une infection gynécologique et une salpingie. Et elle est excédée par toutes les choses qu'elle a vues. Et le chapitre s'appelle Womanifest. Pas manifeste, mais Womanifest. Plus tard, après avoir administré sa première dose d'antibiotiques et lui avoir fait une échographie rapide, non, non, tu n'es pas enceinte et je vais te donner une contraception d'urgence pour que tu sois tout à fait tranquille. J'installe Cécile dans un fauteuil roulant, je la pose jusqu'à l'ascenseur, je la fais descendre dans la petite section. Dans la petite section, la chambre 2 n'a qu'un pensionnaire, mais je vois très bien je ne vois pas très bien comment je pourrais faire dormir Cécile à 2 pas d'une maman plus jeune qu'elle, qui donne le sein à son bébé. Alors, je prends une décision, il n'y a pas 36 solutions, je pousse le fauteuil roulant dans la cour, je fais monter Cécile à l'arrière de ma voiture, j'accroche le flacon de perfusion à la vitre, je me mets au volant en me disant que j'ai abandonné la partie bien trop tôt l'autre jour. C'était quand? Il y a 1000 ans. Et je n'ai plus qu'à fermer les yeux, creuser les doigts et prier le grand balancier cosmique de rétablir l'équilibre. Après tout, il a arrêté l'autobus sur un simple geste de Cécile, il peut bien en retour faire en sorte que le putain de moteur démarre, et putain de bordel, est-ce la force de ma pensée? Le moteur se met à tourner. Plus tard, après avoir installé Cécile dans ma chambre et l'avoir rassurée, « Non, non, tu n'es pas enceinte, je te le dirais si tu l'étais. Oui, oui, je te jure. » Je me rappelle que Mathilde devait passer me prendre à 19h pour aller dîner. L'heure est déjà passée depuis belle lurette, et comme je n'ai pas rechargé mon cellulaire depuis une paye, il n'a pas sonné. De toute manière, je n'aurais pas répondu. Elle a laissé des messages étonnés, inquiets, vaguement énervés. C'est tout de même la deuxième fois que je lui fais faux bond 2 soirs de suite. Si c'était ma maîtresse, elle serait sûrement en droit de se poser des questions, et moi de lui faire une réponse franche. Non merci ma chérie, c'était bien tant que ça a duré, mais c'est fini, restons amis. Mais là, ce sont les circonstances, je hausse les épaules, je lui fais un texto. Désolé, du boulot, à l'hosto, je t'appelle demain. J'éteins mon cellulaire, je mets mon fixe sur le répondeur, sans sonnerie. Encore plus tard, dans la nuit, je ne dors pas. Je m'arrache au canapé, je me lève, je m'approche de la chambre. Cécile a voulu que je laisse la porte ouverte, mais a refusé que je laisse la lumière allumée dans le couloir, comme si le trou noir de la porte ouverte était moins menaçant qu'une porte fermée, moins menaçant que la lumière. Je la regarde, elle dort paisiblement. Et puis, comme je ne vais pas me rendormir, je le sais, je m'assieds sur le canapé, j'étends les jambes sur la table basse, j'ouvre mon ordinateur, je branche le casque, et accompagné par les voix de Stacy, de Tierney, d'Ella, de Diana, des femmes maîtresses de leur vie. Ou si elles ne le sont pas, c'est drôlement bien imité, terriblement bien contrôlé. J'écris ceci. Aujourd'hui, les femmes ne se plient plus au désir des hommes. Elles ne devraient plus se plier au diktat des médecins. Aujourd'hui, en France, les femmes ont le droit de vote, elles sont majeures et responsables au même titre que les hommes, elles ont les mêmes droits, les mêmes obligations devant la loi. Elles décident seules d'avoir des rapports sexuels ou de les refuser, de prendre une contraception, d'avorter, d'enfanter ou de se faire stériliser. Personne n'a le droit de les asservir ou de les infantiliser. Aujourd'hui, pourtant, lorsqu'elles sont enceintes ou ne désirent pas l'être, lorsqu'elles veulent pratiquer un dépistage du cancer du col ou faire soigner un symptôme gynécologique, les femmes sont encore systématiquement contraintes de s'allonger sur le dos, cuisses écartées, sexe exposé, dans une position humiliante imposée par les médecins sans aucune nécessité médicale. La posture dite à l'anglaise, sur le côté ou en décubitus latéral, permet tous les gestes gynécologiques courants. Elle permet également de procéder à des accouchements en toute sécurité si la femme le désire. Dans de nombreux pays du monde, c'est dans cette position que les femmes sont examinées, soignées ou accouchées. Et dans cette même position, elles peuvent choisir de voir ou non ce que les médecins leur font. Nous exigeons que les médecins français proposent à toutes leurs patientes d'adopter, si elles le désirent, le décubitus latéral en lieu et place de la position gynécologique machiste et archaïque qui leur est encore imposée en ce début du XXIe siècle. Nous exigeons que cette obligation soit inscrite dans le code de déontologie et dans le code de la santé publique, dans les guides de bonne pratique remis à tous les médecins en activité, dans les cours et les enseignements dirigés de toutes les facultés. En France,
Au XXIe siècle, les femmes ne devraient plus être contraintes à écarter les cuisses devant les médecins. Oui, je sais que je rêve tout éveillé. Je sais que je ne sais pas qui est ce nous qui exige. Je sais que c'est prendre ses désirs pour des réalités. Je sais que c'est un vœu pieux et je sais que c'est pas demain la veille. Je sais que les femmes plient encore sous le genou et la queue des hommes et qu'avant qu'elles ne plient plus sous le poids odieux des médecins, il y aura encore des médecins, hommes et femmes, car ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de pouvoir, qui continueront à leur fourrer leurs doigts, leurs instruments, leurs appareils dans le sexe, sans se demander ce que ça leur fait, sans se poser la question de savoir ce qu'il y a derrière, ce que ça veut dire pour elles, sans jamais mesurer, et je pèse le poids de mes mots, combien cela fait ressembler les médecins à des bourreaux. Je sais que mes mots ne valent que ce qu'ils valent, mais justement, ce sont les miens. Alors ces mots, je vous les balance avec ma rage au bout des doigts, et cette rage me fait du bien.